Le journal pour lequel j'ai risqué ma vie pendant la résistance. Il ne dessine plus parce qu'il n'a pas envie, il a peur de subir le sort de Toscaya. When he came out of the toilet, he see them dancing. La pire des souffrances, de toute façon, c'est cette privation. C'est d'abord tout le problème, tout le traitement psychologique. On leur donne l'opportunité de recevoir un peu d'amour et un peu de respect. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Le dernier témoin. De quoi s'agit-il exactement? C'est le dernier témoin d'une filière de passage de la frontière pendant la dernière guerre, c'est-à-dire une équipe de clandestins qui assurait des rapports avec la France occupée, transport de lettres, passage de réfugiés, renseignements militaires, enfin il y avait un peu tout qui se mélangeait dans notre équipe. Et c'est quelques-uns des événements de cette époque que j'ai relatés dans mon bouquin, c'est-à-dire j'ai écrit à une certaine époque, au moment où j'ai fêté mon entrée dans l'AVS, que j'ai eu le temps de le faire, et c'est à ce moment-là que j'ai rédigé un certain nombre de récits où je relatais une de nos aventures. Et puis on a fini par en faire un bouquin parce qu'il y en avait, je crois, au moins 25. Ça donnait le pouvoir d'éditer un petit livre. Pourquoi si tard? Ah, mais c'est qu'avec le temps, il faut découvrir un éditeur qui s'intéresse, il faut avoir des amis qui recopient pour mettre tout ça, pour monter tous ces textes, pour les copier directement dans un livre, etc. Ce qui fait que on n'y arrive que petit à petit. Comme j'avais quitté la vallée de Joux, je ne suis pas resté dans le milieu où tout aurait pu démarrer plus tôt, mais bon, ça a fini par se faire. Bien sûr que j'approche de mes 90 ans, ou 90 pour les Français. C'était un besoin de relater ces mémoires, parce que vous pensez que ça fait partie, c'est une pièce un petit peu d'histoire? Oui, c'est un morceau de la petite histoire. D'ailleurs, il y a eu d'autres livres qui ont été écrits. Il y en a déjà paru un sur Fred, qui a été un as du renseignement suisse, qui lui en a fait 100 fois plus que moi, parce qu'il était au moins 3 fois par semaine à la frontière. Il était assez souvent, lorsqu'il était mobilisé, il disparaissait dans la nature et on le retrouvait en France du côté de Dijon ou de Pontarlier ou même près de la frontière belge. Et ce bouquin qui a paru sur lui, c'est en fait... Le mien est un complément qui raconte des épisodes qui sont très proches de lui. Dans certains cas, il y est mêlé, mais qui ne sont pas de la même filière, si l'on veut, mais qui ont rapport aux mêmes épisodes de la guerre. Enfin, ceux que j'ai vécus, moi. Ces gens dont vous parlez, ils étaient, en fait, ce réseau, on peut appeler ça un réseau, oui, oui. Ils étaient essentiellement suisses? Suisse, il y avait guerre. Il y avait ma petite sœur. Évidemment, ma grande sœur, elle, ne participait pas, mais enfin, elle était toujours à la maison pour recevoir les Français quand ils arrivaient chez nous. Ce qui fait qu'elle y a quand même participé, mais avec un seul passage de frontière.
puis le seul passage que j'ai fait avec elle et son fiancé, eh bien, nous avons failli nous faire piquer par les Allemands. Et puis, son fiancé n'a pas désiré recommencer. Elle non plus, d'ailleurs. C'est une expérience qui lui a suffi. Oui. Alors justement, vous parlez du nombre de passages. Combien vous en avez effectué vous-même de ces Oh, passages? je pense une cinquantaine. Une cinquantaine. Oui, oui. Et donc, ça représente à peu près combien de personnes juives? C'était essentiellement des juifs, hein, vous avez fait uniquement des juifs? Moi, des juifs, j'en ai transporté une seule. Et encore, elle était juive suisse. Mais il y a eu toute une filière qui avait été montée par une autre Suissesse qui s'occupait du secours aux enfants en France. Et puis qui avait remarqué que les gamins dont elle s'occupait, ben, quand ils avaient 16 ans ou 18 ans, les Allemands les... Hop! Alors elle disait, ça ne vaut pas la peine de se battre pour qu'ils soient bien nourris, qu'ils arrivent à bien vivre, pour qu'ils disparaissent entre les pattes des boches dès qu'ils atteignent l'âge. Yes. Alors elle est venue se renseigner en Suisse. Elle est tombée sur des gens qui lui ont parlé de moi et de Fred, et aussi sur la française, la principale, ma principale collaboratrice en France, qui lui a expliqué toute l'histoire et ils ont organisé le passage. Là, il y a eu 14 petits juifs, mais toutes juives, mais c'était toutes des Allemandes, hein, il faut dire, des Allemands et des Allemandes. Parce que c'était des enfants que leurs parents avaient installés en Belgique pour qu'ils échappent au razzia d'Hitler. Et puis ces enfants se sont réfugiés en France quand l'Allemagne envahit la Belgique. Et ils étaient logés dans un château au pied des Pyrénées, le château de la Île, où justement cette combière-là, Anne-Marie Piguet, enfin devenue Imauve Piguet plus tard, qui doit vivre encore à Berne d'ailleurs à l'heure actuelle, où elle dirigeait justement ce centre. C'était l'époque où je payais une amende de contrebande en prison au Bois-Mermet, et ce n'est qu'à mon retour, après mon 3, j'ai fait 3 séjours en prison, parce que je le faisais pendant mes vacances universitaires. Et quand je suis rentré, je suis monté, c'était les 2 dernières filles de cette filière dont je vous parle, des C14, qui m'attendaient au rendez-vous à l'hôtel d'Italie. L'hôtel d'Italie, je précise, c'est une cabane de bûcherons en pleine forêt. Et on a discuté longuement. Mon amie française de l'époque, Victoria, était intarissable, si bien qu'à 3 h du matin, on était encore dans la cabane au lieu d'avoir pris le chemin du retour. Alors quand j'ai dû rentrer, j'ai dit, tiens, ben ça va pas, c'était en plein hiver, il fallait marcher sur la neige dure. Quand j'arriverai à la vallée du Joux, ben, il fera jour. Je ne prends qu'une des 2 filles, parce que l'une était justement la dernière des juives, ces petites juives qui devaient passer, et puis l'autre était juive, mais juive suisse. Elle avait épousé un Fuchsmann, qui était suisse depuis peut-être à peu près un siècle. Alors si je me faisais arrêter avec elle, on ne pouvait rien lui faire du moment qu'elle avait la nationalité du pays. Alors je suis descendu avec elle, et comme par hasard, quand je suis arrivé à la maison, quelques minutes après, il y avait un gendarme devant la porte qui venait demander qui était arrivé chez nous. Vous avez vécu donc cette époque, est-ce que la tendance était plutôt justement à la collaboration avec les nazis ou pas vraiment? Non. Non. Mais bien sûr que des partisans des nazis, il n'y en avait pas beaucoup en Suisse. À la vallée de Joux, je pense qu'on aurait eu de la peine à en trouver plus de 2, hein, en cherchant bien.
Mais il est un fait que Berne était extrêmement raide et dur, et moi je m'en suis aperçu, parce que j'avais fait un recours en grâce au sujet de mes amendes et tout ça, ben ça m'a valu comme seul bénéfice qu'au lieu d'avoir le au lieu qu'on me retire le tiers de ma peine à payer en prison, j'ai dû la faire en entier. Et puis, il était dans leur réponse, je me souviens qu'il disait, il disait non, c'est pas possible. Un jeune homme qui entraînait sa jeune sœur dans cette espèce de conspiration, c'était d'un ridicule. Comment vous vous êtes trouvé mêlé à cette aventure? Ben, c'est moi qui ai tout mis en jeu. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Ah, moi, je voulais savoir ce qui se passait en France, occupé. J'avais cette idée qui me trottait dans la tête, et un jour que j'étais parti avec un camarade d'université, un ami de la vallée de Joux, pour aller cueillir des framboises ou des myrtilles, et qu'il n'y en avait pas. Alors quand j'ai été à la frontière, moi j'ai passé à la frontière, je suis allé voir, le copain, lui, n'en voulait pas, mais il devait heureusement me quitter à midi, parce qu'il devait téléphoner à la brigade 10 où il allait être mobilisé. Ce qui fait qu'au moment où il m'a laissé seul, ben, j'ai pu explorer parce que l'endroit où je voulais passer est au-dessus d'un rocher, quoi. D'un rocher de peut-être, je ne sais pas sur quelle longueur il existe, peut-être 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre. Il n'est jamais très très haut, il ne dépasse pas 10 mètres, mais il faut encore pouvoir y descendre. Alors j'ai fini en me promenant le long du mur par trouver un endroit où je pouvais descendre d'un bon 1,50 m, parce qu'il y avait un petit rebord en dessous qui me permettait. Et puis là, j'ai découvert un sapin qui traînait juste contre le rocher. Alors, entre le rocher et le sapin, j'ai pu faire la descente. Et puis, quand je suis arrivé en bas, ben, je me suis caché tout près de la première petite maison que j'avais, une petite ferme. Puis, derrière la ferme, il y avait une jeune femme qui gardait les moutons. Quand j'ai vu que rien ne bougeait, qu'il n'y avait personne, je me suis approché, puis nous avons engagé la conversation. C'est comme ça que tout est parti. Elle a fini par me faire entrer chez elle, j'ai rencontré sa maman. Une petite femme tout habillée de noir, la veuve classique, quoi. Pas étonnée du tout de me voir, rien. Elle n'a marqué aucune envie de se renseigner, mais d'autre part, aucune envie de me repousser. C'est ça. Et quand je suis parti, ben, on avait pris un peu confiance. J'ai dit, ben, je reviendrai dimanche avec ma sœur. Et puis je suis retourné le dimanche, et puis l'affaire était en route, immédiatement. La filière était déjà créée. Parce que le dimanche, comme elles étaient 3 filles qui travaillaient, il y en avait 2 qui travaillaient à Champagnole, elles revenaient tous les samedis chez leur mère. J'ai déjà connu le reste de la famille. Et puis après, ben, sont venus les amis français. Il y avait un certain Bauchy, fribourgeois d'origine, qui a fait tout de suite partie de notre équipe. Et il y avait le fils du marchand de vin où travaillait Victoria, la fille de mon âge, celle qui était devenue mon amie. Et le fils de ce marchand de vin était un féru de photos, ce qui fait que toutes les photos que j'ai dans mes albums, qui sont maintenant au musée historique de Lausanne, toutes les photos qui sont dedans sont presque toutes de lui. En tout cas, les 2 premiers albums, tout ce qui a été, toutes
toutes les photos que j'ai pu réunir étaient de ce Girardet fou de photos, qui venait en Suisse aussi, qui en profitait pour venir chez nous, puis se procurer, acheter des films, parce qu'il en trouvait plus facilement au Sentier, à la Vallée de Joux, qu'il le trouvait à Champagnole ou dans quelques petites villes des environs dans la Franche-Comté. Vous avez vu la nécessité justement de faire passer ces gens de l'autre côté de la frontière. Vous pensez que c'était la meilleure chose à faire? Oui, au début, on n'a pas commencé par faire des passages de gens. Hein. On a surtout fait du ravitaillement. Hein. Fournir du tabac. Avec le tabac, on faisait des merveilles. Fournir du café. Avec, je sais pas moi, une livre de café, on pouvait acheter 50 kilos de pommes de terre. Hein, avec le tabac, les cigarettes et les cigares, mais c'était la même chose. Si vous aviez besoin d'un pneu de vélo, vous n'avez rien, mais si vous pouvez offrir une de ces denrées rares, vous obtenez tout. C'était ça. Et puis on avait des abonnés. On a rapidement eu des abonnés. Le curé de Chapelle-des-Bois lisait, sauf erreur, le journal de Genève. Et puis le distillateur de Gentiane lisait la Gazette de Lausanne. On avait 2 abonnements, mais les journaux passaient quand même chaque semaine. Alors, et puis il y a eu la correspondance encore. Voilà, donc vous faisiez facteur également. Facteur, oui. D'accord. Puis bien sûr, il y a eu quelques réfugiés, mais ça n'a pas été quelques juifs, bien sûr. Mais ça n'a pas été l'activité du début fondamentale. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, quand est-ce que ça a commencé à faire transiter les individus? Parce que là, ça devenait carrément dangereux, j'imagine. Ah, c'est le service du travail obligatoire instauré par les Allemands en France qui a rembourré les maquis. Parce que tous ces jeunes ne voulaient pas y aller. Et puis... Et pour ça, on me parlait d'un jour d'une personne de Chapelle-des-Bois qui avait une tendance à collaborer, enfin qui recevait les Allemands chez elle. Alors, le gars qui m'a raconté l'histoire a appris qu'un jour, en le voyant passer à travers le village, on l'a entendu dire « Qu'est-ce qu'il fait encore là, celui-là » Il ne l'avait pas oublié. Et quand il m'a raconté l'histoire, c'était au moins 20 ans après. En fait, c'est un recueil uniquement de ce que vous aviez écrit à l'époque ou vous avez remodelé le récit? Non, je n'ai rien remodelé. Non, j'ai fourni les récits comme je les avais faits au fur et à mesure. J'ai peut-être apporté une fois ou l'autre, mais des petites corrections, mais pas grand-chose. D'accord. Par exemple, j'avais fait un récit sur la Combe des Cives, toute cette région française où nous allions. Mais j'avais pronostiqué que tout ce pays allait mourir parce qu'il n'avait pas l'électricité. Les jeunes partaient chercher du travail ailleurs, il n'y avait plus que des vieux, etc. Je voyais ce pays mourir. Puis en fait, il n'est pas mort du tout, parce qu'après il y a eu le ski, il y a eu ils ont eu l'électricité après la guerre d'ailleurs. Les communes de la vallée, je crois, avaient participé pour permettre l'installation. Et le pays est bien vivant maintenant. Je m'étais complètement trompé dans mon pronostic, alors forcément, là j'ai modifié mon texte à la fin. Mais je l'ai gardé quand même en souvenir de ce que je pensais à l'époque. C'est un des seuls textes que j'ai écrits très peu après la guerre. Les autres, je m'y suis mis après mon entrée en AVS à 65 ans. Alors, vous nous avez dit donc qu'il existe pas mal de récits sur cette période, un petit peu sur le même genre de travail, si on peut dire que vous avez fait, le même genre d'opération. Oui. Qu'est-ce que votre livre apporte de plus, justement? Oh, ben, des éléments de connaissance en plus. Il ne peut
Il ne peut évidemment pas révéler des choses extrêmement nouvelles. Mais enfin, tout est dans la qualité de l'écriture et des rencontres dont je parle. Il n'y a pas seulement les événements, il y a aussi les atmosphères. On peut décrire les jugements que j'ai portés sur certaines personnes. Le livre vient de sortir maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours, comme on dit, des feedbacks? Non, ça fait pas une semaine qu'il est en route. Ça a été facile de trouver un éditeur? Facile. Faut dire que je n'ai pas cherché. Puis en fait, c'est plutôt les éditeurs qui sont venus à moi. Enfin, l'éditeur qui est venu à moi. Donc ça s'est bien passé. Alors, pratiquement parlant, vous avez rédigé beaucoup de choses. Ça, est-ce que c'est votre premier livre? C'est mon premier livre, oui. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Non, mais j'avais collaboré à quelques émissions. J'en avais fait une sur Radio Lausanne avec Falcon Bello. C'était 2 émissions de 1 heure, chacune. Et puis j'en ai fait une à la Vallée de Joux, pour la télévision du Val de Joux. Une pour notre télévision. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis j'avais eu aussi une journaliste de Télétop Matin, je crois, ça s'appelle, qui m'avait interviewé pour 24 heures, il y a de ça quelques années. Ce sont des documents qui... Je crois qu'il y en a eu 2, mais je ne me souviens plus du second. C'était une page qui était importante pour vous de décrire justement tous ces chapitres, de les réunir dans un livre? Oui, moi j'étais assez content qu'il en sorte parce que comme ça on a suffisamment de documents maintenant pour avoir une idée à peu près complète de ce qui s'est passé. Les uns... Et puis, comme nous n'avons peut-être pas vu les événements de la même manière, ni les avons jugés aussi, enfin en général, il n'y a pas de grosse différence dans les jugements de ceux qui ont écrit à ce sujet. Il a paru un livre sur Fred qui a été écrit par Daniel Cap, qui reste très très valable. Il y avait même ajouté deux de mes récits pour compléter ça. Parce que Fred, pour moi, c'est le monument des passeurs de frontières de Suisse. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul sur le Jura qui puisse en dire, qui en a fait autant que lui. Vous regrettez quelque part cette période un petit peu d'action? Oui, bien sûr, mais enfin... C'est des regrets qui n'ont point d'importance, c'est pas à mon âge que je le referais. Hein. Passer le J de l'échelle comme je le passais, même quand il était enneigé et glacé, et bien maintenant je n'oserais plus le descendre. Je ne pourrais plus. Alors vous êtes le dernier témoin, comme vous le dites? Oui, en tout cas de ma filière, il n'y a plus de répondants. Il y a encore de la filière de Fred, il y a encore Bernard Bouvray. Ça c'est... Il a été... La filière de Fred, c'est lui qui amenait à peu près tous les Juifs et les Juives qu'ils ont passés à la frontière. Et puis le père et le fils ont été déportés. Ils sont revenus vivants tous les deux. Ça a été une chance assez extraordinaire. C'était aussi des gars qui avaient une résistance
étonnante. Ils avaient une vie tellement très simple et ils avaient une force. Enfin, c'est un gars que j'admire beaucoup et je serais heureux de le voir la semaine prochaine quand je présenterai mon livre à la Vallée du Joux. Je l'ai invité pour qu'il vienne et qu'il participe. Ce Bouvray, ça a été déporté avec son père. Il a d'abord sauvé son père. En arrivant au camp de concentration, au moment du tri, on embarquait son père à gauche et lui partait à droite. Alors il a arrêté, il a expliqué à l'Allemand, mon père très solide, très fort, etc. Ils l'ont changé de côté. Autrement, le père ne serait jamais rentré. Alors justement, donc, les gens de cette filière ont disparu, mais parmi les clients, si j'ose les appeler comme ça, que vous avez laissé passer, est-ce que vous avez gardé des contacts avec certains? Vous savez, les gens que nous avons passés, moi je n'ai pas passé des quintaux, il faut bien le dire, mais en général, on n'en a plus jamais entendu parler. Il n'y a qu'une famille dont je parle dans mon livre, j'en parle d'ailleurs dans 3 chapitres, la famille Fuchsmann. Alors eux, après la guerre, parce qu'ils vivaient en Suisse, c'était des juifs, mais suisses. Le père travaillait au Japon, et puis pendant la guerre, la mère était venue avec son fils cadet s'installer à Lausanne, et l'aîné était resté en France. Et puis elle m'avait demandé de lui écrire pour qu'il vienne, pour qu'il se décide à venir en Suisse, parce qu'à l'époque, j'ignorais totalement qu'ils étaient juifs. Fuchsmann, ça ne me disait rien. Et puis je lui ai écrit comme un vieux copain, en lui disant, puisque tu as été malade, viens te reposer à Champagnole, l'air y est bon, il est vif, tu seras très bien. Je lui avais donné l'adresse, il n'avait pas voulu venir, parce qu'il était fiancé. Et puis il travaillait dans une usine d'aviation de la Côte d'Azur, et puis un jour, le directeur français est parti essayer un prototype, et puis s'est posé à Alger. Ce qui fait que la Gestapo, naturellement, a débarqué dans l'usine, ils ont interrogé tout le monde, a dit « Oh, Fuchsmann, vous êtes juif ?» Il a dit « Non, 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 non. » Puis d'ailleurs, je ne m'appelle pas Fuchsmann, je m'appelle Fuchsmann. Mais quand on est venu vivre en France, notre nom a été mal orthographié, on n'a jamais pu faire corriger l'erreur. Et puis il y avait un spécialiste des questions juives qui l'a bien regardé et qui a dit non, non, il n'a pas le type juif. Et pourtant celui de la famille qu'il avait le plus. Alors là, après cet épisode, il n'a pas tardé à débarquer à Champagnole et à passer la frontière. Alors, votre livre sort maintenant, comme on dit, dans les bacs. Oui. Quel est le lectorat que vous imaginez pour ce livre? Oh, ça, je n'en sais rien, on verra. Certainement que j'aurai pas mal de lecteurs à la Vallée du Joux, mais pour le reste, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Ici, à la Bourdonnette, j'ai ces bouquins depuis une petite semaine. J'en ai déjà vendu 8 quand même. Le journal pour lequel j'ai risqué ma vie pendant la rédition. Il ne dessine plus parce qu'il n'a pas envie de... il a peur de subir le sort d'Oskaya. Ici aussi à Lausanne.